Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'enveloppe de la nutrition de laboratoire. L'enveloppe, c'est cette capsule qui permet de pouvoir mettre un actif dedans, qui permet justement de protéger de l'air, de l'humidité et de pouvoir standardiser la prise de la nutrition de laboratoire. Donc, cette enveloppe, c'est vraiment la capsule pour pouvoir mettre cette nutrition de laboratoire dedans. Qu'est-ce que c'est la nutrition de laboratoire? Si vous tombez sur cette vidéo, que c'est la première fois que vous entendez ce terme, c'est tout simplement que moi, j'utilise ce terme-là parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce que les gens appellent traditionnellement les compléments alimentaires, ils sont faits aux trois quarts du temps, faits soit avec un produit naturel qui est tellement transformé par des réactions chimiques, de la purification pour avoir un produit final qui n'a plus rien à voir avec quelque chose de vivant, ou c'est à base d'un produit, une molécule qui est complètement créée, par exemple à base de pétrochimie. Donc pour moi, c'est rien à voir avec de l'alimentaire. C'est hors du continuum alimentaire et c'est pour ça que j'appelle ça de la nutrition de laboratoire. Maintenant que le cadre elle est posé, ce qu'il faut savoir, c'est que les industriels qui vendent donc ces gélules, euh, donc cette nutrition de laboratoire solide, utilisent principalement donc cette enveloppe qu'ils achètent directement à d'autres industriels. Il y a très très peu de laboratoires qui produisent leur enveloppe de A à Z ou qui achètent la matière première pour pouvoir créer leur propre gélule. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et maintenant, voyons les trois façons d'avoir cette enveloppe. La première, sans surprise, et ça vous le savez déjà, c'est avec la gélatine animale. La deuxième, c'est avec l'HPMC, donc c'est une cellulose, on va voir qui est dite végétale, on va creuser un petit peu le sujet. Et la troisième, qui est aussi considérée naturelle, c'est avec la pouloulane. Maintenant qu'on a cette vue d'ensemble, regardons plus précisément la gélatine animale, comment c'est fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des animaux utilisés, ça va être des porcs, un bon quart, ça va être les bovins, et le quart qui reste, ça va être un mélange entre les volailles et le poisson. Les parties qui sont utilisées pour pouvoir faire cette gélatine, sans surprise, ça va être les os, les tendons, la peau, qui vont être utilisées pour pouvoir justement extraire cette gélatine. Et maintenant, on peut se poser la question, mais c'est qui les pays producteurs de gélatine? Et là, on va regarder, on va retrouver sans surprise la Chine, qui est le trois quarts de la production vient de la Chine. Et après, on va retrouver l'Inde à moindre mesure, et puis après, le reste du monde, vraiment sur des quantités plus minimes. Et là, on peut se poser une question, c'est qu'il y a quelques années, euh, on avait entendu parler justement des volailles qui n'étaient pas respectées, les œufs qui étaient produits en batterie avec des poules qui ne voyaient pas le jour. Et puis du coup, on a été sensibilisé à ça. Mais c'est le cas aussi pour les autres animaux. Et quand on sait que l'Inde, la Chine, ce sont des pays qui produisent énormément, qui ont une industrialisation vraiment poussée au paroxysme, on peut se poser la question de les animaux sont traités comment? Parce que forcément, ça a une incidence sur la qualité de la viande, mais même si on ne parle pas de la qualité de la viande, ça a une incidence aussi sur la qualité des os et après de ce que ça produit. On a bien conscience aujourd'hui qu'un animal qui est bien traité, qui peut vivre à son rythme, qui peut grandir tranquillement, qui peut être dehors, dans son environnement naturel, va apporter des minéraux qu'un animal qui est vraiment dans un entrepôt, sans voir la lumière du jour, va manger des céréales qui n'est pas fait pour lui, et vraiment grandi, gavé, pour vraiment accélérer son processus de vie, jusqu'à pour augmenter la rentabilité, hein, parce que c'est des industriels, ça n'a pas du tout le même impact. Donc déjà, on peut se poser ça comme question par rapport à ça. Maintenant que cette question philosophique elle est posée, revenons au terre à terre. Comment l'industriel produit justement cette gélatine? Donc, cette gélatine, principalement, ils vont récupérer donc les os, les tendons, tout ça, des industriels qui produisent la viande. Donc, ils récupèrent en fait la poubelle des industriels de la viande. Donc, ils vont récupérer ces morceaux d'os, de viande, de tendons, qui vont nettoyer parce que pour eux, ce qui est important, c'est d'avoir un produit final qui est stable. Et ce qui se passe, c'est que la peau, les tendons, ce sont des aliments qui peuvent être encore contenir
du sang, qui peut contenir encore de la chair. Et ce qui se passe, c'est que ça, comme le procédé n'est pas instantané, il peut y avoir du transport, il peut y avoir du stockage, il peut y avoir plusieurs jours de stockage, bah, ça peut créer de la prolifération, ça peut créer de la putrification, pardon. Donc, il est obligé de purifier justement pour pouvoir avoir une matière première qui est propre au départ et qui lui permettra d'avoir une matière propre au final. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc nettoyer ça pour avoir un produit propre. Ensuite, ils vont mettre de la soude, ils vont mettre de la chaux. Donc, ce sont des produits qui sont très, très abrasifs, hein, parce que la soude, par exemple, c'est un produit qu'on utilise, par exemple, quand on veut déboucher ses canalisations, hein. Je pense que vous avez tous la marque en tête. Bah, c'est ça qu'on utilise pour justement déboucher la canalisation. Là, l'industriel, ce qu'il va faire, c'est que donc il va broyer déjà pour justement accélérer le processus parce qu'il veut vraiment extraire le maximum de collagène, cette gélatine des os. Donc il va broyer ça, ensuite il va mettre de la soude, de la chaux, ça va acidifier le milieu pour vraiment extraire le plus rapidement possible les molécules. Ensuite il va passer ça forcément pour enlever les morceaux et il va purifier pour pouvoir avoir un produit pur et après il va déshydrater pour avoir une poudre et une gélatine qui va lui permettre après de pouvoir être utilisée soit pour faire des gélules, donc cette enveloppe, soit pour pouvoir créer de la gélatine animale, de la gélatine qui peut être utilisée en pâtisserie ou en film alimentaire. Donc c'est vraiment un processus industriel et on se retrouve avec un produit qui a rien à voir avec quelque chose de naturel. Là, ce qui est rigolo, c'est que j'ai récupéré des os là juste pour faire un bouillon et le processus est le même, sauf qu'à la maison, on va prendre les os. Je ne vais pas les nettoyer, tout ça, parce que moi, c'est fait dans un milieu familial, donc il n'y a pas besoin de ce côté purification. J'ai les os, je fais tout de suite mon bouillon d'os. Je vais mettre les os, je vais mettre de l'eau, je vais mettre des légumes, des épices, tout ça pour avoir un bouillon compact. Donc, ça va cuire pendant des heures. Je sais que ça ne va pas être consommé instantanément. À, à un moment donné, quand ça aura réduit, je vais passer pour enlever les gros morceaux d'os. Déjà, les os, je vais les laisser entiers. Donc, ça va prendre du temps pour que les minéraux, le collagène puissent se dissiper dans le liquide. Je vais passer après mon liquide. Je vais avoir ce bouillon qui va être riche, qui va devenir gélatineux. Il va y avoir aussi de la graisse qui va se former au-dessus. Et on va consommer la matrice entière. Parce que ce n'est pas juste le collagène, la gélatine qui m'intéresse. Là, c'est vraiment le package où on va se retrouver avec des enzymes, on va se retrouver avec du collagène, on va se retrouver avec de la matière grasse. Et c'est tout ça qu'on va consommer pour justement nourrir son corps. Et nous, notre corps, le bouillon d'os existe depuis des années et des années. C'est depuis une centaine d'années qu'on a, à l'heure de l'industrialisation, accéléré les processus de production, qu'on a commencé à avoir les effets de la gélatine pour les médicaments, justement pour produire les gélules, pour justement favoriser la standardisation, faciliter que le consommateur puisse absorber sans avoir le goût désagréable de certaines molécules. Et c'est vrai que le bouillon d'os, bah, lui, il n'est pas là pour améliorer la santé, même si l'impact, c'est améliorer la santé, mais c'est nourrir son corps à la base. C'est nourrir son corps et ça a des bienfaits pour son corps. Quand on apporte des choses qu'on trouve dans la nature, que le corps a connues depuis des centaines et des centaines d'années, le corps sait faire. Alors que là, on se retrouve avec une enveloppe qui a rien du tout de naturel et le corps va devoir faire avec. Donc ça, il faut en avoir conscience. L'industriel, pourquoi il utilise beaucoup la gélatine animale? C'est que c'est quelque chose qui est connu depuis des décennies. Il connaît le processus par cœur. Les machines sont rodées. Il y a une standardisation au niveau des tailles qui est connue et reconnue. C'est très facile à produire. C'est quand même bien accepté au niveau des corps, au niveau des industriels. Donc ça, c'est pour la gélatine animale, c'est ce que je voulais vous dire. Et forcément, comme c'est connu et reconnu et que c'est standardisé au maximum, bah forcément le coût, c'est le meilleur ratio coût pour une gélule. Maintenant, voyons la deuxième façon de produire cette enveloppe, c'est l'HPMC. Son nom scientifique, c'est hydroxypropyméthylocellulose. Concentration, pour pouvoir le dire, là encore une fois, c'est un nom de savant, chimique, ça n'a rien à voir avec des choses naturelles. Avant de zoomer sur l'HPMC, on va appeler ça HPMC pour ne pas vous perdre et pour ne pas me perdre non plus. L'HPMC, c'est quoi? C'est de la cellulose.
La cellulose, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tous les aliments euh, naturels qu'on trouve, les fruits, les légumes, les oléagineux, tout ce que la nature produit, mis à part les animaux, euh, a de la cellulose parce que c'est elle qui permet de pouvoir avoir une structure, de pouvoir apporter une structure à l'aliment. Pourquoi c'est intéressant de consommer de la cellulose? C'est que la cellulose va permettre de pouvoir justement au niveau de la digestion, de pouvoir avoir un côté fibreux qui va permettre que l'absorption des sucres va se réguler avec le temps. Ça va éviter d'avoir un pic de glycémie. Ça va permettre aussi de pouvoir améliorer son transit. Ça va permettre aussi d'avoir un côté satiété. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir consommer des aliments naturels, végétaux, parce que ça, on le retrouve dans la cellulose. Donc là, vous allez me dire, bah, c'est super, on consomme de la cellulose dans une enveloppe, bah, on va retrouver ces avantages-là. Bah, pas tout à fait. Donc l'industriel, il va faire quoi? Il va prendre ces morceaux de coton, de bois, il va les mettre dans des grandes cuves. Donc, imaginez les laboratoires, les gens habillés euh, de la tête aux pieds, avec lumière artificielle, vraiment dans un environnement stérile. Donc, ils mettent tous ces morceaux de bois, ils vont mettre de l'eau, ils vont mettre de la soude. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'agresser la matière première pour pouvoir justement extraire cette cellulose. Une fois que cette cellulose, elle est extraite, elle va être filtrée, ça va être centrifugé, vraiment pour avoir la cellulose, vraiment juste la cellulose. Une fois que cette cellulose sera isolée, ils vont mettre du peroxyde d'hydrogène. Donc le peroxyde d'hydrogène, c'est simplement pour désinfecter, pour vraiment tuer tout ce qu'il peut y avoir d'impur dans le produit, pour avoir un produit le plus pur possible. Et à partir de là, on a cette cellulose. Et cette cellulose, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'a toujours pas l'enveloppe. On va avoir la cellulose qui peut être utilisée aussi, parce que ça, je ne vous l'ai pas encore dit, la cellulose, elle est utilisée pas que pour faire l'enveloppe, elle peut être utilisée aussi pour renvoyer la vidéo, si vous ne l'avez pas écouté, des 99% d'autres choses, parce qu'elle peut être utilisée en agent de charge. La nutrition de laboratoire, quand l'actif, donc ça c'est important, si vous n'avez pas écouté la première vidéo, ça vous permettra de faire le lien, l'actif est très peu dosé dans la nutrition de laboratoire. Et quand c'est très peu dosé, on a besoin d'avoir du volume pour que ce soit plus facile à doser. Donc, la cellulose, elle est utilisée à ce moment-là aussi pour pouvoir justement augmenter la quantité de matière. Elle peut être utilisée aussi pour être un liant, pour pouvoir justement faire, par exemple, des pastilles. Elle peut être utilisée aussi pour pouvoir apporter de la fluidité dans les machines, pour éviter que ça s'agglomère. Donc, la cellulose, elle est utilisée sur plein de familles différentes. Donc ça, je vous renvoie sur la vidéo précédente des 99% d'autres choses, pour justement faciliter la fabrication, faciliter la forme, faciliter le déroulement de l'industriel pour vraiment optimiser les processus. Donc, et dans une nutrition de laboratoire qui est pauvre en actifs, la cellulose peut être présente jusqu'à 80%. Donc c'est énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est présente vraiment dans énormément de nutrition de laboratoire. Et après, il va nous manquer 2 étapes encore pour pouvoir justement avoir cette enveloppe en HPMC, ce qu'on appelle l'HPMC. Ça va être la méthylation. La méthylation, ça va permettre de donner justement la forme donc l'enveloppe, la forme de l'enveloppe à la cellulose. Et après, l'hydroxypopulation qui va permettre de pouvoir améliorer la solubilité dans l'eau pour justement que ça se désintègre dans l'estomac. Et là, on va avoir l'HPMC utilisable par l'industriel. Et dans les pays producteurs, on va retrouver la Chine, sans surprise, l'Inde et aussi un peu les États-Unis en moindre dose, mais principalement, encore une fois, la Chine qui est producteur. Donc c'est là où les commerciaux, les laboratoires, les industriels vont vendre ça comme cellules végétales, naturelles. Et maintenant, vous savez de quoi est fait justement cette cellule végétale HPMC qu'on peut voir sur beaucoup d'emballages. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et là, je voulais juste vous apporter une information complémentaire. En 2025, il y a un article qui est paru à l'ANSES qui montre en fait que beaucoup de marketing est fait par la nutrition de laboratoire sur le côté végétal. L'actif est végétal, la nutrition de laboratoire est végétale. Mais quand on regarde exactement, effectivement, l'industriel va mettre de l'actif végétal, il va utiliser des additifs, des choses plus ou moins naturelles qui sont naturelles végétales, mais l'enveloppe
des fois, je ne dis pas pour tous, mais des fois, donc c'est l'article qui le dit, qui est paru dans l'ANSES en 2025, qui dit que euh, l'enveloppe, elle est d'origine animale. C'est fait avec de la gélatine animale. Parce que forcément, ça a un coût. L'HPMC coûte plus cher que la gélatine animale. Donc, regardez bien la liste des ingrédients. Si vous voyez gélatine animale, ben vous savez que cette nutrition de laboratoire utilise une enveloppe en gélatine animale et que ce n'est pas du végétal. Pourquoi l'industriel a créé ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles justement à la cause animale. Par exemple, comme on en a parlé tout à l'heure, les bovins, les porcs, comment ils sont traités justement en Chine, en Chine, en Inde, et ça pose problème. Alors que du végétal, on se dit que c'est naturel. Maintenant, le processus de fabrication, moi je trouve pas que c'est naturel. C'est plus simple de cueillir une orange et de pouvoir la manger que de manger un bout de bois ou un bout de coton. Ça a rien à voir. Je préfère manger des feuilles d'épinards, voilà. Manger une structure, une matrice alimentaire que mon corps, ça fait des siècles et des siècles qu'il existe le corps, avec des évolutions bien entendu, mais le corps a toujours su interagir dans ce cas de figure-là. Maintenant, voyons la troisième façon de faire cette enveloppe, c'est avec le Pululan. Le Pululan, c'est le haut de gamme, c'est pour ça qu'il représente très peu de la production mondiale, parce qu'il coûte plus cher à produire. C'est le côté luxueux, donc ce sont les marques les plus coûteuses en général qui utilisent cette façon de faire, mais à vérifier dans la liste d'ingrédients, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les industriels peuvent être fourbes sur certains points. Voyons comment ils produisent donc cette molécule. Tout simplement, les micro-organismes vont être nourris avec du sucre pour justement créer le Pululan. Une fois que le Pululan sera créé, on va le purifier, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une fermentation microbienne, on a la molécule qu'on souhaite, mais il y a tout un environnement qui vient avec. Donc là, l'industriel, il va enlever tout ce qui ne l'intéresse pas pour justement avoir que le Pululan. Et une fois qu'il y aura ça, il va y avoir justement un filtrage, il va avoir aussi une purification, un séchage pour avoir le produit final qui lui permettra de faire ces gélules dites végétales. Moi, j'ai juste envie de faire une comparaison, c'est que nous, à la maison, on fait du kéfir depuis plusieurs années, c'est un peu le même principe, c'est des micro-organismes, donc les graines de kéfir, où on va mettre du sucre, on va rajouter de l'eau, on va rajouter du citron, on va rajouter des figues. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 24 heures, 48 heures, en fonction de la température ambiante, les levures, donc les micro-organismes, vont manger le sucre, qui va faire qu'on va avoir une boisson gazeuse. L'eau va se troubler parce qu'elle va se charger en différentes bactéries. Et quand on va le consommer, déjà c'est agréable au goût, ça change de l'eau, ça va être riche en différentes bactéries, enzymes, qui va faire que ça va nourrir notre flore intestinale, qui va permettre d'avoir une meilleure digestibilité, d'améliorer notre transit. Et donc ça n'a rien à voir avec l'industriel qui lui fait un produit où il y a une fermentation, il va isoler pour justement produire après sa molécule propre. Donc on est bien loin du vivant, et ça, il faut en avoir conscience. Et là, on nous vend ça comme c'est naturel. Moi, je vois pas trop ce qui est naturel au final, parce que même si à la base ça part d'une fermentation naturelle, le procédé qui sont derrière, on tue ce qui est vivant, on enlève plein de choses, on se retrouve avec une chose uniquement. Je trouve que c'est compliqué, c'est dommage, et je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Et je trouve que c'est toujours intéressant de regarder comment l'industriel est fait, parce qu'il s'inspire toujours en fait de la nature, il essaie juste de recopier ce que la nature fait, sauf que pour avoir une standardisation, pour avoir du haut rendement, pour pouvoir produire plus, il est obligé d'enlever tout ce qui est vivant en fait. Et, et c'est là où c'est dommageable, parce qu'on se retrouve avec des produits qui ont rien de vivant, que le corps ne sait pas trop comment interagir, parce qu'il se retrouve avec une molécule sans la matrice alimentaire complète qu'il a l'habitude de faire. Et on force le corps à ingérer quelque chose qui d'habitude passe par la bouche, qui est mastiqué, il y a des changements au niveau de la salive. Là, on ingère une enveloppe qui passe de la bouche, qui va directement dans l'estomac, et que le travail commence uniquement dans l'estomac. Donc il y a un côté, ça peut agresser. Et ce que je ne vous ai pas dit non plus sur l'HPMC, c'est que l'HPMC produite dans ces enveloppes, pour produire des enveloppes,
Ben, ça peut avoir une répercussion sur la digestibilité. Il y a des questions qui se posent sur la porosité intestinale. Si ça a un effet sur la porosité intestinale, ça peut créer des flatulences. Donc, ça a un impact parce que le corps, lui, il doit gérer cette substance gélatineuse, que ce soit animale ou pas animale, et doit composer avec. Et c'est une agression pour lui. Et il n'a pas été conçu pour digérer ce type d'aliment, parce que c'est pas un aliment. Et maintenant, regardons un petit peu où est-ce que c'est produit. Principalement en Chine. Les trois quarts du temps, ça vient de Chine. Après, on va retrouver le Japon, un pays que ça change, on n'en avait pas encore entendu parler. Et après, l'Inde et un petit peu le reste du monde. Voilà. Maintenant que nous avons vu les trois façons de produire cette enveloppe, donc gélatine animale, HPMC et Pullman, regardons maintenant au niveau de la science qu'on peut retrouver. J'ai trouvé un article qui est paru dans PubMed en 2012 de Adam Lanzarotta, qui, en fait, cette étude montre que c'était vraiment une étude axée sur l'enveloppe. Il voulait voir, c'était un cas suspecté de fraude, et il a trouvé effectivement dans l'enveloppe des substances pharmaceutiques. C'est-à-dire que l'industriel avait mis dans l'enveloppe des substances pharmaceutiques. Et c'est là où on peut se dire que certains industriels, pas tous heureusement, mais certains industriels, ils essayent de trouver des voies pour contourner un petit peu les contrôles qu'il peut y avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contrôles, à l'heure actuelle, il y a deux façons d'avoir les contrôles. Parce que c'est vrai que depuis 2022, dans la Commission européenne, elle a décidé en fait de classer la nutrition de laboratoire dans des produits alimentaires. Donc c'est parce qu'avant c'était un petit peu trouble, mais depuis 2002, elle est classée donc dans les produits alimentaires. Et là, il y a deux façons principales des analyses. Il peut y avoir des analyses qui sont ponctuelles, rapides. Donc là, l'industriel, il va faire quoi? Il va prendre la gélule, il va l'ouvrir et il va analyser la substance qui est dedans, tout simplement pour un contrôle rapide. Maintenant, si c'est un contrôle plus approfondi, comme c'est considéré comme un aliment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la gélule entière, donc la capsule, donc l'enveloppe plus ce qu'il y a dedans, ils vont la broyer, ça va leur permettre d'avoir une poudre et ils vont analyser le produit final. Donc ils ne cherchent pas à savoir si c'est dans l'enveloppe ou si c'est dedans, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des méthodes d'analyse qui sont très compliquées, qui sont très coûteuses, et personne n'a envie vraiment de subventionner ça. Quand il y a des suspicions de fraude, ils ont besoin de savoir s'il y a médicament ou pas, donc ils simplifient un petit peu les protocoles. Je vais vous parler d'une deuxième étude qui est parue dans Pharmacie en 2023, qui a été écrite par Marta Karwanska, qui a étudié donc la nutrition de laboratoire, et il y avait 982 produits où il y avait une suspicion de fraude. Et sur ces 982 produits où il y avait suspicion de fraude, il y en a 474 qui sont sortis positifs au test de pharmaceutique. C'est-à-dire 48,2%. On peut arrondir, un produit sur deux est sorti positif au test de pharmaceutique. C'est-à-dire que les industriels ajoutent des produits pharmaceutiques dans leurs produits. C'est quand même fou, quoi. Un produit sur deux, c'est énorme. Et on peut se dire, oui, mais peut-être que nutrition de laboratoire est produite dans certaines conditions, souvent même dans des laboratoires qui produisent des médicaments. Ils utilisent peut-être les mêmes chaînes de production. Donc, il peut y avoir peut-être des fois où c'est pas bien nettoyé, du coup, c'est pour ça qu'il y a des traces. Oui, mais dans cette étude-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que des fois, il y a un produit pharmaceutique, mais des fois, il y a plusieurs produits pharmaceutiques. Donc, quand il y a plusieurs produits pharmaceutiques, c'est qu'il y a vraiment une intention vraiment concrète de augmenter en fait l'efficacité de son produit. Donc elle ne dit pas que dans les 474 cas, il y avait plusieurs produits pharmaceutiques. Je n'ai pas dit ça. Mais dans ces 474 cas, il y avait plusieurs cas où il y avait plusieurs produits pharmaceutiques. Donc on voit bien une intention délibérée de l'industriel pour justement augmenter l'efficacité pour que le client soit content. Et après, on pense que nutrition de laboratoire, c'est on ajoute des choses naturelles pour son corps. Alors qu'on voit bien que les processus ne sont pas faits pour améliorer son corps et que tous ces processus-là sont pour l'industriel, pour lui permettre de produire en masse, en volume, avec une durée de conservation qui est longue. Et on voit bien que l'industriel, lui, il produit en masse, en volume, avec une durée de conservation qui est longue pour le servir lui. Parce que lui, il ne veut pas avoir des stocks qui se périment rapidement, parce que lui, il veut vendre sur du moyen terme, long terme. Donc pour rappel, pour pouvoir commercialiser de la nutrition de laboratoire, c'est très simple, c'est il y a une liste d'ingrédients qu'on doit respecter. On fait une déclaration à partir de là à la DDGCRF.
Et tant qu'il n'y a pas eu de preuve de danger ou de non-conformité, le produit est commercialisé. C'est-à-dire que nous sommes les cobayes. Je ne sais pas si on réalise. Et là, vous allez me dire, OK, Christophe, on a vu dans la première vidéo que l'actif est très peu dosé, qu'il y a beaucoup, c'est 99% servent l'industriel. On a vu aujourd'hui que l'enveloppe, même si elle est végétale, bah, finalement, elle n'est pas si végétale que ça et c'est quelque chose qui n'est pas forcément, il n'y a aucun intérêt pour le corps. On fait quoi? Bah, j'ai envie de dire, c'est simple, mais en même temps, c'est très dur. C'est simple parce que on a juste à regarder les humains que nous sommes, qui existent depuis des siècles. Et l'homme a toujours respecté les lois de la vie. Et il y a depuis une centaine d'années où on commence à les quitter de plus en plus. Et plus on les quitte, plus on est malade. Donc c'est simple sur le papier parce que c'est revenir à des choses naturelles. Consommons les produits qui viennent de la nature, que la Terre nous offre généreusement. Prenons le temps de respirer. On respire tout le temps avec son bout du nez. On ne prend jamais des pleines respirations pour se détendre. Bougeons plus. On est tout le temps en train d'être assis derrière nos ordinateurs, assis en train de conduire. Prenons le temps de bouger plus, prendre le temps d'être dehors, s'exposer au soleil, de pouvoir vivre. Ici, en Grèce, ils aiment bien l'expression siga siga. C'est doucement, doucement. Prendre le temps de faire les choses. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus rapide. Tout est instantané. On a l'intelligence artificielle. On pose une question, on veut une réponse tout de suite. On commande sur Amazon, on est livré le lendemain. On a son téléphone, on veut appeler quelqu'un, on appelle quelqu'un, on peut le voir, on peut avoir les photos immédiatement. Moi, je me souviens, un petit côté nostalgique, où on n'avait pas le téléphone au début. Moi, je me souviens de mes premiers stages où je quittais la maison. J'étais content de recevoir la lettre. Je savais que j'allais recevoir une lettre. J'étais excité à recevoir cette lettre, à la toucher, à l'ouvrir, à commencer à la lire. Il y avait un temps. Il y avait un temps de préparation. On se demandait ce qui pouvait être écrit. Qu'est-ce que je vais écrire? Quelle surprise ils vont avoir en l'ouvrant? Si je mettais peut-être des choses qui étaient inattendues ou ce qu'ils m'envoyaient, j'étais content, j'avais une surprise. Siga, siga, prenons le temps. Revenons à la nature, revenons à des choses simples. Donc arrêtons de vouloir plus, enlevons des choses, simplifions les choses. C'est pour ça que je dis c'est simple, mais c'est pas facile.